Je reste convaincu que nous avons la capacité à mener ce double front, si besoin est. Si la décision est prise d'abandonner la piste de la solution diplomatique sur laquelle nous travaillons actuellement et que nous devrions livrer bataille au nord, je suis convaincu que nous en avons les moyens. Nous ne cessons d'ailleurs de le répéter. Il y a cette volonté d'essayer malgré tout, malgré la situation, malgré la nécessité que nous avons eue d'évacuer plusieurs dizaines de milliers de civils, malgré l'effort militaire qui est consenti pour essayer de stabiliser autant que possible la situation, nous avons cette capacité. Daniel Saada, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. On voulait faire le point avec vous sur les deux axes qui sont les plus brûlants, on va dire, et surtout sur ce qui s'est passé hier dans le nord du pays avec ces tirs de missiles du Hezbollah en direction de Safed qui ont coûté la vie à une Israélienne, qui ont blessé plusieurs Israéliens. On a le sentiment qu'on franchit un palier et on a beaucoup de mal à se faire une idée. Est-ce que un jour, la situation est relativement calme, le lendemain, ça s'embrase. Je voudrais vous poser une question de principe. Est-ce que les deux conflits, celui qui se déroule et se prolonge à Gaza et celui auquel on assiste dans le nord du pays, sont liés intrinsèquement l'un avec l'autre? Oui, incontestablement, ils ont la même source, l'Iran. Ils ont pour objectif de participer à cette agression que nous subissons depuis le 7 octobre. Je rappelle que depuis le 7 octobre, nous n'avons pas seulement été agressés par les massacres du sud d'Israël, mais nous sommes également la cible de tirs de missiles réguliers, récurrents de la part du Hezbollah au Liban, alors qu'il n'y a eu exactement comme il s'est passé dans la bande de Gaza, aucune provocation de la part d'Israël. C'est exactement la même agression que nous subissons. La différence, c'est que nous n'avons pas encore, nous continuons de privilégier au nord une solution diplomatique pour essayer de trouver la solution à la fois à la fin de ces agressions, mais aussi à la fin de la menace que représente le Hezbollah pour notre frontière nord, parce que nous savons exactement comme cela s'est passé dans le sud, que les populations civiles du nord d'Israël ne pourront pas retourner, parce que je rappelle que, exactement comme pour le sud, nous avons dû évacuer l'essentiel de la population civile du nord. Il y a une centaine de milliers d'Israéliens du nord qui ont été déplacés pour pouvoir assurer leur sécurité. Et pour l'instant, nous ne pouvons pas envisager leur retour tant que la solution de cette masse permanente qui s'exprime de manière très claire depuis le 7 octobre, avec ces tirs incessants de missiles sur les localités du nord d'Israël, n'est pas réglée. Alors, qu'est-ce qui empêche la conclusion d'un accord? Parce que, soyons honnêtes, même si effectivement il y a un lien, même peut-être on peut parler de vases communicants entre les deux conflits, mais on comprend aujourd'hui qu'il est dans l'intérêt au niveau, sur le plan militaire et stratégique d'Israël de remettre, de surseoir à un embrasement général dans le nord parce que les forces de Tsahal sont fatiguées, il faut renouveler, les Milouïm ont été en partie démobilisés, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de munitions, et en tout cas, euh, Israël ne serait pas, on va dire, n'aurait pas d'effet de surprise pour lutter contre le Hezbollah. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche Tsahal de conclure un accord, même peut-être au rabais avec le Hezbollah? D'abord, je reste convaincu que nous avons la capacité à mener ce double front, si besoin est. Si la décision est prise d'abandonner la piste de la solution diplomatique sur laquelle nous travaillons actuellement et que nous devrions livrer bataille au nord, je suis convaincu que nous en avons les moyens. Nous ne cessons d'ailleurs de le répéter. Il n'y a pas ici de preuve de faiblesse ou de relâchement de la part d'Israël. Il y a cette volonté d'essayer malgré tout, malgré la situation, malgré la nécessité que nous avons eue d'évacuer plusieurs dizaines de milliers de civils, malgré l'effort militaire qui est consenti pour essayer de stabiliser autant que possible la situation, nous avons cette capacité. Mais nous essayons pour l'instant de privilégier la voie diplomatique. Mais vous le savez, cela aura une limite à un moment donné. Et si la situation ne se dégage pas, si nous n'arrivons pas à trouver une solution, nous n'aurons pas d'autre choix de répondre
à cette agression permanente par la force. Est-ce qu'il y a une incapacité de la part des Américains d'un côté, de la part des Français de l'autre, de forcer, on va dire, le Hezbollah, ou peut-être de forcer le Liban à forcer le Hezbollah à conclure un accord diplomatique? Incontestablement, il y a des difficultés. Le Hezbollah ne prend pas ses ordres à Beyrouth, mais à Téhéran. Incontestablement, la communauté internationale dans son ensemble, l'ONU qui devrait agir, le gouvernement libanais qui porte la responsabilité de ce qui se passe, parce que je rappelle régulièrement que l'agression à partir d'un territoire vers un autre territoire relève de la responsabilité de l'État central. C'est Beyrouth et l'armée libanaise et le gouvernement libanais qui portent la responsabilité des agressions récurrentes à partir du nord, à partir du sud du Liban vers le nord d'Israël. Donc, incontestablement, il y a une très grande difficulté. Nous comptons énormément sur nos alliés et nos partenaires américains, mais également, vous avez raison de le préciser, européens et français en particulier, dont on connaît l'influence au Liban, dont on connaît sa capacité d'agir et d'intervenir auprès de l'ensemble des forces politiques libanaises et notamment également le Hezbollah. Donc, nous attendons, nous faisons pression pour qu'une solution diplomatique soit dégagée et cette solution diplomatique est très claire. Nous avons posé très clairement nos conditions. Il faut que le Hezbollah, conformément à la résolution 1701 de l'ONU, puisse se retirer au-delà du fleuve Litani, ça veut dire grosso modo à une vingtaine de kilomètres au nord de notre frontière, pour que nous puissions envisager de retrouver une sérénité sur cette frontière, dont je rappelle que nous avons respecté à la lettre depuis le mois de mai 2000. Israël s'est retiré du Sud-Liban depuis le mois de mai 2000. Depuis cette époque, je crois qu'il n'y a pas d'autre situation à nos frontières où il y a un consensus pour comprendre qu'il n'y a absolument aucun contentieux aujourd'hui entre le Liban et Israël. Vous savez que le précédent gouvernement a également trouvé une solution très audacieuse pour régler le dernier contentieux que nous avions avec le Liban, c'est-à-dire le tracé de notre frontière maritime. Donc nous n'avons aucun contentieux avec le Liban, ni territorial, ni économique, ni politique. Nous avons respecté le tracé de la frontière internationale. Nous avons reçu le quitus de l'ONU sur le respect de ce retrait israélien au-delà de la frontière internationale. Donc, il n'y a aucune raison de continuer de subir ces agressions permanentes de la part du Hezbollah au sud-Liban. Oui, vous mentionnez cet accord sur le tracé des frontières maritimes entre Israël et le Liban qui a été obtenu, on va dire, au dernier jour du gouvernement de Yair Lapid. Mais je me souviens qu'à l'époque, eh bien, Yair Lapid avait fait passer le message qu'un accord était indispensable et qu'il garantirait une sorte de sérénité entre les deux pays pendant de longues années. Or là, finalement, on voit qu'il n'y a pas véritablement d'impact et même si peut-être la constellation, la constellation régionale a été modifiée par ce qui s'est passé le 7 octobre, quelque part, on voit que eh bien, le Hezbollah reprend du poil de la bête, menace, tire, et finalement, il y a très peu de sérénité sur ce front. Votre question est tout à fait pertinente parce qu'elle relève exactement de ce qui se passera, puisqu'on parle aujourd'hui du jour d'après, à la fin du conflit à Gaza. Euh, Votre question pose les règles de ce que nous attendons dans ce célèbre jour d'après, puisque je rappelle, comme vous venez de le dire, que lorsque nous avons consenti cet accord extrêmement audacieux pour Israël, extrêmement généreux, puisque je rappelle qu'Israël a fait une concession territoriale extrêmement importante au profit du Liban, justement en garantie d'une sérénité, en garantie de la sécurité de notre frontière nord. Nous avions d'ailleurs obtenu la garantie des États-Unis, qui étaient les parrains de cet accord sur le tracé des frontières maritimes, mais également de la France. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons aujourd'hui à nos partenaires français et américains de respecter les engagements qu'ils ont pris à nos côtés lorsqu'ils nous ont encouragés à accepter ce compromis territorial extrêmement douloureux que nous avons consenti et en échange duquel nous aurions dû avoir
cet apaisement à notre frontière nord. Or, nous constatons que depuis maintenant 4 mois, ce n'est pas le cas. Nous sommes agressés quotidiennement. Nous avons dépassé, je crois, 5000 missiles qui ont été tirés sur le nord d'Israël. Vous avez raison de dire qu'hier, il y a eu des morts à Safed, une jeune soldate a été tuée dans sa base à Tzfat, dans le nord d'Israël. C'est une situation qui est absolument intolérable. Nous en appelons à la communauté internationale, nous en appelons à ceux qui ont été les garants de l'accord que nous avons signé il y a un peu plus d'1 an pour le tracé de cette frontière maritime. Ils doivent respecter les engagements qu'ils ont pris auprès de nous. Ils doivent prendre les mesures nécessaires pour faire pression sur le gouvernement libanais qui porte la responsabilité de ce qui se passe dans le sud de son pays. Il doit faire pression sur le Hezbollah avec lequel ils ont langue, avec lesquels ils discutent, ils parlent, ils négocient. Il faut absolument que nous puissions retrouver à la fois la fin des hostilités, la fin de l'agression. Il faut que nous puissions retrouver la sérénité à notre frontière. Il faut que la menace du Hezbollah puisse être retiré de l'immédiateté de la frontière, au-delà du fleuve Litanie, à 20 km au nord, parce que nous l'avons vu le 7 octobre, lorsque nous disons que nous ne pouvons pas continuer de vivre avec une infrastructure terroriste comme celle du Hezbollah ou comme celle du Hamas à quelques kilomètres de notre frontière. Nous savons aujourd'hui que ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité, c'est une véritable menace, et nous ne pouvons pas continuer à vivre avec cette menace. Alors, une dernière question, Daniel Saada, vous avez été ambassadeur par intérim d'Israël à Paris très récemment encore, et nous voulions essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, on va dire, au Quai d'Orsay ou dans les instances diplomatiques françaises, comment on explique cette décision assez surprenante d'interdire l'entrée du territoire français à une trentaine d'Israéliens habitant la Judée et la Samarie, d'Israéliens juifs habitant la Judée et la Samarie, qui fait suite aussi à cette décision présidentielle du président Biden d'interdire à quatre habitants de ces mêmes régions de Judée et de Samarie l'entrée aux États-Unis. Comment on arrive à prendre des décisions? Comment un pays ami d'Israël peut prendre des décisions d'une certaine manière, remplacer une forme de justice israélienne en sachant, on ne sait même pas qui sont ces 28 Israéliens. Comment on explique ce genre de démarche alors que on peut dire que la France tolère et peut peut-être même fait rentrer sur son territoire parfois des gens qui sont dont on va dire l'intégrité est douteuse. Comment vous expliquez cela? Encore une fois, je crois que votre question très pertinente nous interpelle énormément parce que je crois que d'abord cette décision, comme celle qui a été prise par le président Biden, repose d'abord et avant tout sur ce sacro-saint principe d'essayer de trouver un équilibre La dans parité. les gestes et dans les mesures qui sont prises concernant le conflit israélo-palestinien et le conflit arabe, donc le conflit israélo-arabe, pardon. Donc je crois qu'il y a, en tout cas de la part du Quai d'Orsay et de la décision française que vous venez d'évoquer, la volonté de prouver qu'il y a un équilibre, il y a non seulement des mesures qui sont prises pour le gel des avoirs du Hamas, parce que je rappelle que le Hamas est inscrit sur la liste des organisations terroristes et que cela a des conséquences très concrètes, puisque les avoirs du Hamas dans les banques européennes et françaises doivent être gelés conformément à la législation et aux instructions de l'Union européenne. Il y a également des implications sur le mouvement des personnes, etc. Et dans le cadre de cette volonté de trouver, d'établir une sorte d'équilibre, un peu d'ailleurs comme cette déclaration qui, moi, personnellement, m'a beaucoup interpellé à l'issue de cette très belle cérémonie d'hommage qui a eu lieu aux Invalides la semaine dernière à la mémoire des victimes du 7 octobre, des victimes françaises, israélo-françaises, franco-israéliennes du 7 octobre. Cette déclaration au nom de l'Élysée qui a été publiée, selon laquelle une séquence mémorielle sera ultérieurement organisée pour la mémoire des victimes civiles des bombardements de Gaza. J'ai été particulièrement interpellé par cette annonce parce que je ne vois pas en quoi on pourrait établir une quelconque comparaison entre les deux situations. D'un côté, il s'agit de victimes civiles massacrées de manière délibérée par une organisation terroriste. Et de l'autre côté, il s'agit de victimes
civile. Certes, je ne nie pas la situation dans la bande de Gaza. Je comprends tout à fait qu'il y a une situation extrêmement difficile et douloureuse pour les habitants civils, pour les populations civiles de la bande de Gaza. Mais comment peut-on comparer les deux choses? Je crois qu'en mettant, en essayant de mettre les deux situations sur le même plan, il y a là la falsification de la réalité, il y a là un message pervers qui pourrait laisser penser et mettre sur le même plan le Hamas et l'État d'Israël, la démocratie israélienne. Je crois que c'est complètement intolérable. C'est un peu comme si on organisait une cérémonie pour rendre hommage aux Juifs assassinés dans les chambres à gaz et en même temps, par souci d'équilibre, organiser une cérémonie à la mémoire des victimes civiles allemandes des bombardements de Dresde, par exemple. Non, il n'y a pas de comparaison possible. Il n'y a pas d'équilibre entre une démocratie qui se défend face à une agression et des atrocités qui ont été commises sur son territoire de manière absolument délibérée et les victimes civiles collatérales de bombardements face à une situation où je rappelle d'ailleurs, quand on parle de la population civile de Gaza, je rappelle que depuis 30 ans, la bande de Gaza est entièrement entre les mains de l'autorité palestinienne. Depuis 20 ans, il n'y a plus aucun Israélien dans la bande de Gaza et les populations civiles de la bande de Gaza ont accepté, ont encouragé, ont autorisé et souvent collaboré à la mise en place de ces infrastructures terroristes dont nous sommes aujourd'hui à la fois les victimes, nous, du côté israélien et eux-mêmes du côté palestinien. Eh bien, Daniel Saada, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes l'ancien ambassadeur par intérim d'Israël en France. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour décrypter l'actualité diplomatique, essentiellement dans le contexte, bien entendu, de ce conflit dans la bande de Gaza et dans le nord d'Israël. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci à vous, Boker Tov. Boker Tov.